Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode nous sommes en présence d'une enquêtrice sociale auprès des tribunaux que nous allons interviewer. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené à réaliser la profession que vous exercez aujourd'hui? Alors moi bonjour, je suis conseillère en économie sociale familiale, donc je suis travailleur social de formation initiale et au moment de mon parcours de formation, j'ai été amenée à plusieurs reprises à être confrontée ou en tout cas être en lien avec le monde judiciaire. J'ai fait un stage en milieu carcéral, j'ai rencontré des personnes effectivement qui sortaient de prison et petit à petit mon intérêt s'est aiguisé pour le milieu judiciaire. Une de mes premières expériences professionnelles a été d'intervenir en protection de l'enfance et j'ai été employée en fait par la sauvegarde de l'enfance du Var, où j'ai démarré dans un service d'enquête sociale à la demande du juge des enfants. J'ai pu réaliser des mesures d'enquête sociale dans le cadre civil et dans le cadre pénal. Ensuite, j'ai évolué vers la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque des mesures d'investigation et d'orientation éducative, aujourd'hui devenues des mesures d'investigation judiciaire. Et donc petit à petit, ce travail m'a permis en fait d'acquérir des compétences. Je dirais que pour répondre à votre question sur les qualités essentielles, je pense que d'abord effectivement en tant que travailleur social, il faut avoir ces qualités relationnelles, surtout d'écoute, de compréhension. Et lorsqu'on est enquêteur social, on est dans une démarche non pas d'investigation pour chercher la vérité, on n'amène pas la vérité au magistrat, on essaie plutôt d'appréhender l'environnement familial, d'essayer d'identifier les difficultés, les nœuds de communication, les freins aussi à l'éducation d'un enfant et d'essayer d'évaluer, de montrer au magistrat quelles sont les situations ou quels sont les leviers de cette famille pour évoluer vers une diminution d'un danger ou une prise de décision en commun. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, pour introduire, donc, l'enquête sociale est une mesure diligentée à la demande d'un juge pour faire état d'une situation. Celle-ci peut être utilisée le plus souvent dans le cas de divorce ou de placement d'un enfant. L'enquête sociale que vous menez donne lieu à un rapport qui va être ensuite remis au magistrat. Donc pour commencer, comment se déroule une enquête sociale de la réception de la demande jusqu'à la rédaction du rapport? De manière générale, quelles sont les étapes concrètes d'action et quelle est la durée moyenne d'une expertise, selon votre expérience? Donc, en préambule, peut-être rappeler que le cadre d'investigation n'est pas le même lorsqu'on est en protection de l'enfance ou lorsqu'on est en contentieux familial. En protection de l'enfance, notre travail est axé sur la notion de danger, de mise en danger de l'enfant, d'essayer d'identifier les points de mise en danger de l'enfant. Pour le juge aux affaires familiales, dans le cadre du contentieux familial, la demande du magistrat est d'évaluer l'intérêt de l'enfant dans le cadre du divorce ou de la séparation de ses parents et de pouvoir identifier, aider les parents en fait à trouver des solutions qui permettent à l'enfant de vivre au mieux cette séparation et de grandir dans de bonnes conditions. Donc l'enquête sociale, effectivement, elle est diligentée par le juge aux affaires familiales en ce qui me concerne aujourd'hui, ou elle l'était par le juge des enfants quand j'exerçais à la sauvegarde de l'enfance. L'enquête sociale, elle est une aide à la décision pour le magistrat. Et elle est, dans le cadre de la protection de l'enfance, elle est diligentée préalablement à des décisions judiciaires de suivi, d'accompagnement ou de placement. Ce n'est pas toujours dans le cadre d'un placement en ce qui concerne le juge des enfants.
La mesure, elle permet au magistrat d'avoir plus d'informations, de mieux identifier le danger, les ressources potentielles de la famille, et elle va permettre effectivement d'aider le magistrat à prendre des décisions qui peuvent être des mesures tout simplement éducatives, pas forcément un placement. Donc la mesure, elle est ordonnée par le magistrat pour une durée, alors dans le cadre de la protection de l'enfance, pour une durée de 3 à 6 mois en fonction des demandes. Dans le cadre du contentieux familial, la demande d'enquête sociale, elle peut arriver soit au moment de la séparation, mais elle peut arriver aussi en cours de séparation. Elle peut arriver à un moment où le couple est séparé, des jugements ont déjà été prononcés et en fait le contentieux, le conflit entre les parents se réactive pour plein de raisons. Et le juge aux affaires familiales, effectivement, a besoin d'informations pour comprendre la situation. Et dans ces cas-là, en fait, la mesure d'enquête sociale, elle dure 3 mois, sachant que le temps que l'enquêteur social réceptionne l'ordonnance, ce qui va lui permettre de démarrer, et le rendu du rapport, on va dire qu'il y a vraiment 2 mois de travail vraiment plein et entier avec la famille. Donc pour continuer, comment est-ce que vous dressez ce rapport? Est-ce que vous restituez toutes les informations que vous récoltez dans vos recherches, ou vous sélectionnez les points que vous estimez essentiels et pertinents pour aider le magistrat à prendre une décision? Alors, à réception du mandat, moi je prends contact avec la famille, donc on va rester sur le cadre du juge aux affaires familiales, peut-être qui aujourd'hui est plus actuel pour moi dans ma pratique. À réception du mandat, je prends contact avec la famille par courrier. Je leur envoie un courrier en leur proposant d'entrer en contact avec moi par téléphone. Je leur donne mes coordonnées téléphoniques. Ensuite, avec eux, je conviens d'une rencontre à domicile, en dehors de la présence des enfants, parce que cette première rencontre va me permettre de revenir notamment sur l'histoire familiale, sur la mise en place du contentieux et la compréhension en fait des nœuds de communication. Ensuite, je vais rencontrer, donc je fais pareil de chaque côté, je rencontre chaque parent seul une première fois. Ensuite, je fais une deuxième visite à domicile en rencontrant le parent et l'enfant, enfin l'enfant dans son milieu familial. À ce moment-là, il peut m'arriver de rencontrer les frères et sœurs. Lorsque le parent a refait sa vie, je rencontre aussi le parent avec son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne, puisque ce sont des personnes qui interfèrent, qui gravitent dans la vie quotidienne de l'enfant. En fonction de la situation, je dirais de l'âge de l'enfant, de ce que je perçois aussi de l'enjeu dans lequel l'enfant peut être dans le cadre du contentieux qui oppose ses parents. Je suis amenée régulièrement à rencontrer l'enfant seul. Alors ça peut être dans sa chambre, ça peut être sur l'extérieur, dans un jardin. Et donc ça, je fais la même chose du côté de chaque milieu. Je rencontre le père, la mère seul, puis ou en présence de leur compagnon, puis l'enfant seul dans chacun des milieux. Et ensuite, je prends contact aussi avec l'ensemble des professionnels qui connaissent l'enfant et la famille. Donc, ça peut être l'école, le médecin généraliste, les thérapeutes s'il y en a, ça peut être donc psychologue, psychiatre, ça peut être aussi des orthophonistes. Donc, j'insiste auprès des parents pour prendre contact seulement avec les professionnels qui interviennent et non pas avec des membres de la famille. Il m'arrive aussi parfois, en fonction de la place, alors en fonction de la mission qui est la mienne, même si la mission qui pose le cadre, en fait, elle est identifiée dans un référentiel qui date de janvier 2011, qui est une forme de trame
que les enquêteurs sociaux doivent respecter. Donc dans cette trame, effectivement, il y a, on va dire, l'essentiel des actions que nous avons à mener. Ensuite, dans la prescription qui nous est faite, le magistrat va indiquer parfois certains points plus importants sur lesquels il nous demande d'aller investiguer, par exemple rencontrer des grands-parents, paternels ou maternels, ou des tiers, pour essayer de donner des informations plus précises sur, par exemple, des tiers familiaux qui pourraient jouer un rôle de tiers dans les rencontres ou dans la remise de l'enfant à son parent. Donc à partir de tous ces éléments-là recueillis de manière à travers les entretiens avec chacun des parents, les observations faites de l'enfant au milieu familial, l'entretien avec l'enfant et les relations, les liaisons périphériques avec les professionnels, je vais rédiger un rapport qui va faire entre 10-12 pages et parfois il peut atteindre un peu plus de 15 pages en fonction de la complexité des situations. Et ce rapport, je le transmets directement à la greffière en charge des expertises et c'est elle qui ensuite se charge de transmettre le rapport à chacune des parties via les avocats ou directement en copie si la personne n'a pas d'avocat pour que le débat contradictoire puisse être respecté avant l'audience. Donc mon rapport d'expertise il doit arriver à minima 15 jours avant l'audience et pour que les parties en prennent connaissance. Ensuite, il y a une audience de nouveau en présence du magistrat pour déterminer effectivement s'il doit y avoir des modifications au cadre qui a déjà été fixé ou pas, voilà, en fonction de ce qui est... le magistrat, bien sûr, prend connaissance de ce rapport, lui aussi, et puis lui seul est amené à modifier, à faire des changements, en fait. Et est-ce que la famille a accès au rapport ou pas du tout ? Alors, la plupart des avocats vont donner copie de l'expertise. Alors aujourd'hui, la loi de 2002, elle prévoit que les familles aient accès aux informations qui les concernent. Hein. Donc, oui, certains avocats vont directement faire une copie du rapport. D'autres vont donner plutôt... des informations. De toute manière, si les parties le demandent, elles ont accès au dossier et à toutes les pièces. Hein. D'accord. Alors pour continuer, donc est-ce qu'on peut dire que les opérations d'enquête sociale, elles sont assimilables à des opérations d'expertise en tant que telles ? Et dans ce même cadre, est-ce que vous êtes tenu au secret professionnel et quelles peuvent être les limites dans le cadre d'une enquête sociale ? Donc, moi, je suis sur une liste d'experts pour les tribunaux, effectivement. Donc, une enquête sociale, c'est une expertise. Le cadre de mon travail, donc, il est fixé par un cadre dans le... Ce que je cherchais, c'était ça. Il est fixé par la loi de janvier 2011. Donc, mais c'est pas la loi. Attends, là je bug. C'est pas la. Donc le cadre, c'était ça. Hein. Oui. Le cadre est fixé par l'arrêté du 13 janvier 2011 qui définit le référentiel des diligences à accomplir. Donc oui, il y a un cadre fixe et c'est une expertise. Après, on a aussi, nous, enquêteurs sociaux, un code de déontologie qui permet effectivement de fixer aussi les modalités de travail, la posture professionnelle à respecter et le fait d'être travailleurs sociaux, par exemple, pour moi, m'oblige aussi dans une certaine mesure à respecter une éthique, un cadre professionnel. Et concernant le secret professionnel ? Alors, est-ce qu'on est tenu au secret professionnel ? Oui, parce que c'est judiciaire et donc tous les éléments qu'on peut recueillir dans le cadre de notre expertise sont soumis au secret professionnel.
Merci. Donc pour continuer, est-ce que vous êtes tenu au courant de la décision finale qui sera prise par le juge? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation où vos conclusions, votre rapport allait clairement dans un sens, mais le juge a pris une décision qui était différente, ce qui n'a pas respecté nécessairement les préconisations du rapport? Alors, en fait, dans le cadre de l'investigation, on n'a pas le retour du magistrat. D'accord. Et je dirais qu'avec l'expérience, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que notre travail, c'est de l'informer de la situation et de l'évaluation qu'on peut faire à un temps T et de la perception qu'on a de cette famille, des difficultés. Ensuite, je dirais que le cadre judiciaire donne déjà un pouvoir à l'enquêteur social qui est assez important. Et le fait de restituer les informations sans être tenu forcément informé laisse bien le cadre aussi de décision appartenant au magistrat et non pas un échange avec l'enquêteur. Donc non, on n'est pas tenu informé. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce que effectivement, il nous arrive de s'interroger sur comment on peut dire les choses à l'écrit et pourquoi ne pas être en contact directement, oralement avec le juge. Mais finalement, il y a un cadre contradictoire qui est important. Et donc, nous, on va faire notre travail avec la vision et la position qui est la nôtre. Moi, je suis travailleur social, donc mon travail se fait vraiment dans la compréhension, dans la bienveillance, dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect aussi du positionnement de chacune des parties, des familles. Et je pense que mon travail s'arrête au moment où je rends mon rapport en fait. Donc oui, ça peut être frustrant parfois. C'est vrai, ça peut être frustrant. Mais sur certaines situations, je dirais, qui sont peut-être complexes ou sur lesquelles on est peut-être intimement persuadé que la décision doit être prise dans le sens dans lequel on l'oriente. Mais il m'est arrivé plusieurs fois, parce que certaines situations sont parfois de retour dans des services ou parce que il m'est arrivé ensuite dans la poursuite de ma vie professionnelle de rencontrer des situations familiales pour lesquelles j'étais intervenue en investigation et d'avoir des retours à ce moment-là. Et je trouve que voilà, encore une fois, c'est pas mon travail à moi, c'est pas de juger, mon travail à moi, c'est d'informer, de donner les informations pour que la situation soit la plus clairement établie et donc voilà, mon travail s'arrête quand le rapport est rendu. Oui, ça permet de garder aussi la distance, pas trop. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que et c'est bien moi ce que je précise à chaque fois que je débute une enquête sociale, je dis à chaque parent que mon travail à moi, c'est de faire un recueil d'informations, d'aider le magistrat à comprendre la situation, mais aussi d'aider ses parents que je rencontre à trouver parfois par eux-mêmes des solutions qu'ils peuvent proposer au magistrat, d'essayer de les aider à se positionner aussi, à prendre du recul, à réfléchir, et que mon travail, c'est pas de décider parce que ma place à moi c'est enquêteur et c'est pas magistrat, donc oui, je trouve que c'est important en fait de pas avoir ce retour là et de maintenir en fait notre place et notre place, en tout cas pour moi, ma place de travailleur social en fait. Donc oui, ça m'aide à prendre du recul aussi, parce qu'une fois que le rapport est rendu, le rapport, même sur certaines situations complexes, le rapport m'appartient plus en fait. Enfin, la situation familiale m'appartient pas, quoi. Alors pour continuer, est-ce que donc vous conseillez directement une mesure dans votre rapport, dans la conclusion, ou est-ce que vous établissez un rapport qui est purement factuel? Alors, dans le cadre
En fait, on a une mission, et la mission, dans le cadre du juge des enfants, la mission, c'est d'aider le magistrat à comprendre là où est le danger, mais aussi de lui faire des propositions autour de ce qui pourrait permettre de maintenir l'enfant ou d'aider l'enfant, d'aller dans l'intérêt de l'enfant. Donc, bien entendu, dans chaque rapport, il y a une partie d'analyse et de préconisation dans laquelle, alors quand on travaille dans le cadre de la protection de l'enfance, bien entendu, en tant que travailleur social, on va se positionner en disant, voilà, nous, ce qu'on comprend de la situation, du fonctionnement familial, des dangers potentiels qu'on a pu repérer, des carences éducatives, affectives, de la situation, on va faire des préconisations. Dans le cadre de la protection de l'enfance, il n'y a pas beaucoup de préconisations finalement. Lorsqu'on est en investigation, on peut soit, s'il y a un danger vraiment manifeste, immédiat, informer le juge des enfants que la meilleure option serait un placement de l'enfant, c'est-à-dire extraire l'enfant du milieu familial pour pouvoir travailler la place éducative de chaque parent dans un environnement sécure pour l'enfant. La deuxième option, c'est de proposer une mesure d'accompagnement éducatif et d'informer le magistrat que l'enfant peut rester au domicile familial, mais que les éléments recueillis demeurent inquiétants. À partir du moment où il y a une mesure d'aide éducative, ça veut dire qu'il y a une notion de danger pour l'enfant, et à ce moment-là, on va plutôt préconiser un accompagnement éducatif des parents lorsque les parents sont réceptifs à l'accompagnement, lorsque ils peuvent parfois même être en demande d'aide. La dernière option, c'est de dire au magistrat que la situation a été aussi ponctuelle, que les parents ont pris conscience des carences, des difficultés, de la mise en danger de l'enfant, qu'ils ont trouvé par eux-mêmes aussi des solutions. Ça arrive finalement parfois, peut-être pas aussi souvent qu'on le voudrait, mais ça arrive parfois d'avoir des situations où le temps judiciaire, parce que finalement le temps judiciaire il est long, le temps judiciaire a permis à chaque famille d'évoluer, de se repositionner, de réévaluer un peu la situation par eux-mêmes, et il arrive parfois, en tout cas dans le cadre judiciaire, ça m'est arrivé de solliciter des non-lieux à assistance éducative, mais c'est vrai que c'est pas la majeure partie des propositions, parce qu'à partir du moment où le magistrat va demander une évaluation, c'est qu'il a quand même des éléments qui lui laissent à penser qu'il y a une notion à minima de carence éducative, voire de danger vraiment pour l'enfant. Donc dans le cadre de la protection de l'enfance, après dans le cadre du contentieux familial, en fait, notre mission, c'est de faire des propositions au juge aux affaires familiales sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la résidence, et la contribution parentale aux charges de l'éducation. Donc dans le cadre de la mesure d'investigation, la mesure d'enquête sociale pour le juge aux affaires familiales, bien entendu, on termine notre rapport en se positionnant et en disant, au vu de la situation, on va faire des préconisations qui vont être autour des points identifiés par le magistrat, et en tout cas par le cadre de notre mission, en fait. Donc oui, moi je propose régulièrement, mes propositions elles vont dans ce sens-là, la résidence, le droit de visite d'hébergement, la contribution parentale et bien sûr l'exercice d'autorité parentale. Sur certaines mesures dans le cadre du contentieux familial, il m'est arrivé, exceptionnellement je dirais, de sortir de ces simples mesures, de ces simples préconisations-là, pour attirer l'attention du juge aux affaires familiales sur une notion de danger que j'aurais pu percevoir, en indiquant que le contentieux, par exemple, le conflit est trop fort, que l'enfant est dans une situation vraiment de danger,
Ou parfois même que la prise en charge chez l'un des parents me semble inquiétante. Exceptionnellement, il m'est arrivé effectivement de terminer, de conclure en sollicitant la saisine du juge des enfants ou la mise en place d'une mesure d'investigation. Ensuite, dans le cadre du contentieux familial, encore une fois, les parents peuvent être aussi dans une demande, une compréhension au moment où on intervient. Ils peuvent être amenés à comprendre que leurs difficultés de communication mettent l'enfant dans une situation de danger, ou en tout cas peut potentiellement créer des situations très inquiétantes pour l'enfant. Et donc là assez régulièrement, je dirais, il m'arrive d'échanger avec les parents autour de la mise en place d'une mesure de médiation familiale. Et donc moi, j'évoque avec chacun des parents cette mesure de médiation. Et il m'arrive effectivement aussi d'indiquer au magistrat que la mise en place d'une mesure de médiation serait une bonne chose, même si le magistrat, après une fois, lorsqu'il a cette indication, il ne peut que enjoindre les parents, obliger les parents à une information à la médiation, le reste demeurant avec l'accord des parents pour qu'il y ait une poursuite. Voilà. Donc oui, on propose, on fait des propositions. Ouais. Donc pour continuer, donc on parlait de ce danger. Est-ce qu'il existe des enquêtes dites d'extrême urgence? Dans quel cas elles peuvent intervenir, si c'est le cas, et comment peuvent-elles être menées? Alors, dans le cadre du civil, du contentieux familial, j'ai jamais eu de situation d'extrême urgence, en tout cas qualifiée comme telle. Dans le cadre de la protection de l'enfance, il nous est arrivé à la demande du magistrat, mais c'est pas signifié comme tel en fait dans les textes. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé effectivement dans le service d'être sollicité par le magistrat directement en disant que cette situation, il ne fallait pas qu'elle reste en liste d'attente, par exemple, parce que quand on travaille dans un service, il arrive que le flux des mesures, qui est parfois un peu aléatoire, il arrive que le flux des mesures puisse être parfois mis un peu en attente, la réalisation de la mesure, soit mis en attente par ce flux. Et donc, il est arrivé effectivement sur des situations, mais très très ponctuellement, qu'un juge des enfants demande directement à ce que ce soit rapidement et qu'il y ait rapidement une investigation. J'ai souvenir d'une mesure d'enquête sociale ou une mesure d'investigation avec orientation éducative où la maman, elle avait été hospitalisée seule suite à des inquiétudes. Alors ce qu'avait identifié le milieu hospitalier, c'était que cette maman était dénutrie, qu'elle avait vécu très certainement des violences conjugales, et elle portait des traces au poignet qui laissaient soupçonner que elle était empêchée de sortir de son domicile et qu'elle était menottée. Et à ce moment-là, le magistrat, effectivement, avait voulu profiter de ce temps d'hospitalisation qui n'allait pas durer éternellement pour pouvoir investiguer, avoir des informations rapidement. Donc il avait pris contact avec le service en indiquant que cette mesure d'investigation, elle était urgente. Mais ça reste, j'ai envie de dire, un peu du off en fait. C'est parce que dans les textes, chaque mesure est importante, surtout dans le cas de la protection de l'enfance en fait. Chaque situation d'investigation il y a une notion de danger derrière, donc ça veut dire qu'il faut quand même intervenir assez rapidement. Et dans le cadre du contentieux familial, il n'y a pas de cadre plus urgent. Donc pour continuer, donc on sait que le métier d'enquêtrice sociale expose nécessairement des situations familiales qui sont extrêmement complexes et parfois qui peuvent être très douloureuses avec un impact émotionnel fort.
Comment arrivez-vous à gérer l'impact psychologique de votre travail? Alors, évidemment, c'est une part de notre métier qui est compliquée parce que je dirais que quand on est travailleur social, ça ne s'apprend pas forcément dans les textes et ça ne s'apprend pas forcément même dans le cadre de nos Mmh. formations à l'école. Donc, bien entendu, travailler en protection de l'enfance, pour moi, ça a été d'une richesse professionnelle, mais effectivement, j'y ai été confrontée à des situations difficiles, des situations surtout qui touchent l'enfance et qui, plus on avance en âge, plus on change aussi de rôle. Quand on devient soi-même parent, quand on devient mère, évidemment, c'est des situations qui nous impactent et pour lesquelles on va avoir aussi une vigilance forte sur ce qu'on est nous, parce que quand on est travailleur social, en fait, on est notre propre outil de travail. Donc là, il appartient à chacun d'être vigilant sur comment il évolue. Alors moi, très rapidement, j'ai eu un espace thérapeutique qui m'a permis personnellement de faire aussi la part des choses entre des propres ressentis et mon travail d'accompagnement éducatif, en tout cas d'investigation. Après, dans le service d'investigation dans lequel on travaillait, il y avait des psychologues qui travaillaient avec nous, parfois en binôme dans les mesures d'investigation, d'investigation avec orientation éducative à l'époque. Donc finalement, il y avait une possibilité aussi de faire appel aux psychologues pour échanger autour de la situation et prendre du recul. En tant que salarié dans un service, on a aussi un chef de service, on a aussi une direction et qui étaient eux-mêmes des travailleurs sociaux de formation initiale. Donc en fait, c'est des gens avec qui on va saisir de ces espaces-là et de leur place aussi pour pouvoir échanger avec eux directement, pour pouvoir avoir... Moi, j'ai toujours eu la chance, je dirais, d'avoir des chefs de service ou des directions qui ont été à l'écoute, bienveillants et qui ont pu nous accompagner, nous aider dans cette réflexion-là. Petit à petit aussi, dans le travail est né les espaces d'analyse de la pratique professionnelle ou de supervision, qui sont des espaces où, là, pour le coup, les professionnels vont être amenés, en dehors de la présence de leur chef de service ou de représentants de la structure, vont être amenés à interroger leur travail, vont pouvoir aussi déverser, entre guillemets, les émotions qui les traversent, vont pouvoir déposer aussi les souffrances qui peuvent être les leurs. Donc moi, ça m'a appris, en étant salarié en protection de l'enfance, ça m'a vraiment appris que tous ces espaces-là, qu'ils soient personnels ou institutionnels, sont des espaces plus qu'indispensables quand on fait ce métier-là. Aujourd'hui, je suis enquêtrice sociale en libéral, ce qui veut dire qu'effectivement, j'ai plus accès à de l'analyse de pratiques professionnelles institutionnelles, j'ai plus accès à une équipe non plus, parce que je travaille seule. Mais bon, aujourd'hui, je suis enquêtrice sociale à mon compte après quand même plus de 15 années, plus de 15 années passées en protection de l'enfance et une grande partie dans ce travail d'investigation. Ce qui ne m'empêche pas encore aujourd'hui d'avoir un espace thérapeutique personnel qui me permet autant pour moi que pour mon travail d'avoir ce recul nécessaire, cette réflexion et puis ce lieu où je dépose aussi des choses qui sont de l'ordre de l'émotionnel et qui peuvent être personnelles ou professionnelles, mais qui permettent aussi de garder une distance et une posture qui, pour moi, est une posture professionnelle adaptée. Et puis ensuite, j'ai autour de moi, j'ai la chance d'avoir un ami psychologue avec lequel j'ai longtemps travaillé et sous anonymat bien entendu des familles que je rencontre, mais il m'est arrivé ponctuellement, je dirais, de l'interroger en lui donnant
des informations voilà, qui sont des informations anonymes, mais en lui transmettant des informations sur un fonctionnement familial et l'interroger. Par exemple, je me rappelle d'un jeune ado qui était atteint de troubles autistiques et chaque parent se déchirait avec des éléments qui étaient tout aussi entendables d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire une maman très adaptée, hyper rigide, qui avait compris le fonctionnement et ce qui aidait en fait son fils, ce qui contenait son fils et les troubles de son fils en fait, et un père qui lui de son côté avait pris l'autre partie qui était d'offrir à son fils des espaces de création. Et c'est vrai que la mère refusait l'alternance de la résidence. Le père le demandait depuis plusieurs années. Moi, je ne suis pas une spécialiste du côté psychiatrique, en fait, et des maladies psy. Et c'est vrai que cette situation, avec tous les éléments que je pouvais recueillir, j'étais très partagée. Et c'est quand je suis très partagée que j'ai du mal à me positionner clairement, parce que assez régulièrement, j'arrive à me positionner très clairement, mais quand j'ai du mal à me positionner clairement quand je passe à l'écrit, dans ces moments-là, oui, j'appelle mon collègue et puis je lui donne quelques informations et je cherche à avoir des informations notamment sur, là en l'occurrence c'était sur la maladie psy, l'autisme, qu'est-ce que ça nécessitait, est-ce que le fait d'avoir comme ça une éventuelle alternance pouvait être représenter un danger ou une mise en situation inconfortable à minima pour cet ado. Et voilà, donc moi j'y suis toujours très vigilante parce que les situations, elles sont, comme vous dites, à fort impact émotionnel. Et dans la vie de famille, il ne faut pas non plus que ça vienne nous mettre à mal ou que ça interfère dans notre vie familiale. Donc voilà, pour moi c'est important. Oui, d'autant plus que vous dites que vous êtes votre propre outil de travail, donc si vous ne déchargez pas, ça vous impacte autant vous que après dans votre travail. Exactement. Dans l'évolution. Alors, est-ce qu'il y a une affaire qui vous a particulièrement marqué et qui a influencé la vision de votre métier ? Alors, je réfléchis, mais en fait, je dirais que oui, les affaires où des enfants révèlent des choses qui sont de l'ordre de l'abus sexuel sont bien entendu difficiles à entendre pour un adulte parce que nous, en tant qu'adultes, on a cette conscience de la gravité des faits, on a cette conscience aussi de la pureté de l'enfant et c'est heurtant en fait. Maintenant, j'ai pris l'habitude de pas ancrer de noms ou de situations particulières. D'abord parce que je dirais que finalement elles sont toutes assez marquantes, parce qu'il y a de la souffrance du côté de l'enfant, parce qu'il y a de la souffrance aussi du côté des adultes, quoi qu'il en soit, que ce soit en protection de l'enfance ou en contentieux familial. Et non, j'ai pas de souvenirs. Je dirais que beaucoup de situations demeurent touchantes par un aspect ou un autre. Donc finalement, est-ce qu'elles ont modifié ma vision du métier ? Oui, je pense qu'à chaque fois, elles m'interrogent et elles me questionnent et elles m'ont permis d'avoir soit d'élargir ma vision. Je pense à des situations où, par exemple, le transculturel intervient. Effectivement, il faut s'interroger sur qu'est-ce que la parentalité dans les pays africains, comment parler, voilà, comment on peut prendre en considération finalement l'individualité de chaque famille finalement
pour mieux les accompagner et pas pour donner des réponses toutes faites. Donc oui, je pense que chaque situation que j'ai pu rencontrer m'a apporté dans mon métier et m'a permis d'avoir une vision qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus affinée, beaucoup plus finalement beaucoup plus oui, riche et riche de réponses et de choses à pouvoir amener en réflexion à ces familles en fait. Alors, sur un autre point de vue, vous devez effectuer donc des entretiens avec les membres de la famille, l'entourage, comme vous nous avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment se passent les rencontres avec les mineurs? Comment vous faites lorsque les enfants peuvent être récalcitrants, s'ils ne veulent pas participer ou quand c'est le cas des parents qui s'opposent à votre mission? Alors, comme pour les adultes, moi je pars du principe que les enfants, ils ont besoin d'être informés clairement du cadre de notre intervention. J'ai souvent remarqué que plus on est clair sur qui on est et pourquoi on intervient et dans quel cadre on intervient, et plus les enfants ils sont réceptifs et ça les aide aussi à sortir de certains enjeux. Donc, parce qu'on peut imaginer aussi parfois que les enfants, ils ont été préparés, entre guillemets, à minima informés par les parents de qui on est et pourquoi on vient. Donc, en fait, il y a déjà des informations qui ont été transmises, qu'elles soient mal intentionnées ou pas, en fait, finalement. Moi, je pars du principe qu'il y a peu de parents qui vont manipuler. Il y a beaucoup de parents qui vont donner des informations au préalable. Donc, en fait, moi, je débute toujours mes entretiens avec les enfants en présence des parents, en leur expliquant qui je suis, en insistant sur le fait que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, que mon travail à moi, il ne consiste pas à dire s'il y a un méchant parent et un bon parent. Mon travail à moi, il consiste surtout à voir comment l'enfant évolue dans le milieu dans lequel il est. Quand on est enfant, on a deux parents et qu'on a la faculté, bien sûr, d'aimer ses deux parents. Voilà, moi je me présente assez clairement, je parle aussi de ce que ça veut dire une enquête sociale. J'explique que l'enquête fait référence à chercher la vérité et que moi mon travail c'est pas de chercher à tout prix une vérité, c'est d'entendre ce qu'il y a à se dire et comment l'enfant peut dire là où il en est, ce qu'il traverse, ses inquiétudes, ses angoisses et voilà. Donc moi mon travail il commence par me présenter à l'enfant devant les parents pour qu'il n'y ait pas de sentiment de cacher quoi que ce soit. Ensuite, je demande toujours à l'enfant s'il est d'accord pour me rencontrer seul. Il m'arrive que certains enfants ne veulent pas, et ça je le respecte parce que j'ai pas obligé un enfant à me voir seul. Par contre, bien sûr, quand l'enfant ne veut pas venir avec moi seul, ça m'en dit long aussi sur la relation ou la difficulté à se séparer de son parent ou à être dans une forme d'autonomie. Ensuite, je dis toujours aux enfants, donc ils me donnent leur autorisation pour que je les vois seuls. Et je leur propose toujours, alors des fois il n'y a pas moyen de sortir de l'appartement par l'environnement, par le temps, je leur dis toujours effectivement que moi j'aime bien soit prendre un temps dans la maison, dans leur chambre, porte fermée, pour pas que les parents entendent. Mais il m'arrive de leur proposer aussi de sortir. Et quand on ne peut vraiment pas sortir, j'indique à l'enfant que je peux aussi demander aux parents de sortir de l'appartement, de sortir de la maison, pour qu'ils soient sûrs que finalement, il n'y a pas, que les murs n'ont pas des oreilles. Voilà, donc moi, je positionne mon cadre d'intervention. Ensuite, j'indique aux enfants, alors très clairement en protection de l'enfance, mais aussi en contentieux familial, bien sûr, mais j'indique très clairement que les éléments qui me sont transmis, je ne
je reçois des secrets, s'ils veulent me partager leurs secrets, qu'ils sont tout à fait libres de me partager des secrets, mais que par contre, moi, en fonction des éléments qu'ils me donnent, je suis adulte, je suis travailleur social, je suis mandatée par un juge, de surcroît en protection de l'enfance, et que mon rôle à moi, c'est de m'assurer que l'enfant va bien, et que si l'enfant va pas bien, j'ai une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de demander de l'aide. Et donc, d'indiquer, d'informer quelqu'un de l'extérieur. Et donc, voilà, ça aussi, ça fait partie des éléments qui sont importants à dire à chaque fois, même si des fois, c'est très classique et on est à peu près persuadé qu'il n'y a pas de secret dans la situation. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas trahir l'enfant. Parce que l'enfant qui va vous dire j'ai un secret, mais surtout tu le dis pas, et ben en fait, on ne peut pas, nous, en tant qu'enquêteur, on ne peut pas ne pas dire en fonction de la gravité, voilà, en fonction de la gravité. Donc, c'est notre responsabilité de protéger l'enfant. Donc voilà, moi, je positionne toujours clairement mon cadre. Après, j'ai peu d'enfants, finalement, qui échangent, qui sont pas d'accord pour échanger seuls avec moi. Et quand c'est arrivé, encore une fois, ça m'en dit long sur ce qui se joue entre l'enfant et le parent. Et après, je vois l'enfant, donc souvent je passe un petit temps en famille, ça me permet d'observer les interactions familiales, ça me permet aussi de faire connaissance et de prendre que l'enfant ait confiance finalement, et qu'il voit qu'il m'arrive de dire des choses aussi aux parents en présence de l'enfant sur le cadre éducatif, ou pour montrer à l'enfant que je suis dans un échange avec le parent en fait. Et puis après, je vais m'isoler avec l'enfant. Alors ça peut être dehors, comme ça peut être à l'intérieur de la maison, dans la chambre. Et là, je dirais que moi, dans ma tête, j'ai une trame de thématiques à aborder avec l'enfant. Sa vie quotidienne, tout ce qui concerne le coucher, le repas, l'intimité, est-ce qu'il peut être seul, etc. L'autonomie aussi, les relations qu'il peut avoir avec l'autre parent en présence, enfin dans le milieu familial opposé entre guillemets, c'est-à-dire il m'arrive souvent de poser des questions en me disant est-ce que si un jour tu as envie d'appeler papa alors que je suis chez maman, alors que tu es chez maman, si un jour tu as envie d'appeler papa, est-ce que tu peux le faire, et comment tu fais dans ces cas-là, etc. Ah oui, j'ai oublié, préalablement à la rencontre en individuel, aussi je fais souvent une visite de la maison avec l'enfant. Parce que souvent, alors d'abord, parce que visiter une maison, un appartement avec des adultes, je trouve que seul c'est très intrusif, et c'est je trouve difficile à vivre pour les parents qui ont plutôt tendance à vous ouvrir le frigo pour montrer qu'il y a à manger, ou à vous montrer que... Donc je trouve que visiter une maison, ça fait partie de mes diligences, hein. Donc visiter un lieu de vie, ça fait partie de mes obligations. Mais le faire seul avec les adultes, je trouve qu'il y a un rapport qui est compliqué, et que j'ai pas envie d'être celle qui va vérifier s'il y a à manger dans le frigo. Donc je dis souvent aux parents effectivement que les enfants ils prennent plaisir. Et puis moi, ça me permet, quand je visite la maison avec les enfants, ça me permet aussi d'identifier spontanément des choses sur est-ce que l'enfant a le droit de rentrer par exemple dans la chambre de ses parents, est-ce que est-ce qu'il y a des choses interdites, comment, pourquoi, enfin. Et puis l'enfant, il aime beaucoup faire visiter son lieu de vie, en fait. C'est des petits agents. C'est plus naturel sûrement que si c'était les parents. Exactement, c'est plus naturel, c'est plus simple. Et puis moi, ça me permet aussi comme ça de... Mais ça peut être révélateur aussi, oui. Très. Ouais, très, parce que des fois, il y a des enfants... c'est révélateur aussi de l'éducation, par exemple. On a des enfants qui vont me dire non, moi la cuisine elle m'est interdite, c'est trop dangereux, maman elle veut pas que j'aille dans la cuisine parce que
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une forme à la fois de vigilance et en même temps une forme un peu de rigidité aussi du côté de l'éducation parentale, parce que l'enfant, il peut aussi faire de la cuisine, il peut aussi... Donc oui, cette visite, elle est importante. Elle permet aussi de voir aussi comment l'enfant, il évolue dans sa maison. Est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il y a des choses... Ou est-ce qu'on voit que l'espace... La maison, elle est habitée par lui, en fait. Voilà. Donc ça, je le fais aussi avant l'entretien individuel. Après, il y a un entretien individuel. Il m'arrive quand les enfants n'ont pas très envie de discuter, parce qu'ils savent très bien que je suis là pour discuter de choses qui les embêtent. Ça m'arrive aussi de passer par le jeu, de prendre des temps, voilà, en fonction des âges aussi. Je fais des dessins. J'aime bien l'outil de la carte familiale. Je dessine souvent une carte familiale avec les enfants. Ça me permet aussi, un peu comme dans la maison, de savoir comment ils sont repérés dans leur système familial. Est-ce qu'ils connaissent, par exemple, je sais pas moi, le milieu paternel, ils ne le voient pas souvent, mais certains ont beaucoup d'informations. Quand on dessine la carte familiale, ils ont beaucoup d'informations qu'ils ont entendues de ça, de là. Donc le dessin, c'est pas mal, même si je suis toujours vigilante sur l'interprétation des dessins. Je fais beaucoup des dessins avec l'enfant, c'est-à-dire que je suis là, et quand il dessine, je lui pose des questions. Parce qu'après, des dessins, ça veut des fois tout et rien dire. Enfin, en tout cas, je suis pas psychologue, moi. J'ai pas ce module-là. Et donc, mes questions, voilà, si l'enfant, il dessine, en tout cas, si j'interprète un dessin ou si je m'appuie sur un dessin dans mon rapport, c'est que j'ai demandé à l'enfant ce qu'il représentait, pourquoi papa, il était tout grand et maman toute petite. Enfin, voilà. C'est des choses sur lesquelles... Donc je passe ce temps en individuel, et après je fais souvent un petit temps aussi avant de laisser l'enfant tout seul avec le parent. Alors pas pour lui dire ce qu'on s'est dit avec l'enfant, mais pour lui montrer que il y a une espèce de sas en fait. Avant de partir, je laisse pas l'enfant seul après avoir échangé seul avec moi en fait. Donc je reprends un petit peu le cours de la conversation avec les parents, je reviens sur des choses souvent. J'ai déjà vu les parents seuls, donc il m'arrive de revenir aussi sur des choses, sur des questions que j'ai pu laisser en suspens lorsque je les ai laissées après l'entretien seul. Et puis à chaque fois, moi je dis au revoir et j'explique bien aux enfants qu'ils me verront que ponctuellement, qu'ils ont été super sympas d'être accessibles comme ça, parce que c'est pas toujours évident. Et puis il m'arrive quand la situation elle est un peu difficile, d'expliquer aussi aux enfants que peu importe la décision que va prendre le magistrat, qu'en tout cas elle ira dans son sens et qu'elle sera là pour l'accompagner, même si des fois les décisions elles vont pas toujours dans le sens des enfants. Je leur prends souvent l'image de quand on est enfant, on a envie de plein de choses, et il arrive des fois d'avoir envie de bonbons juste avant d'aller dormir, et que finalement c'est pas une bonne option de prendre un bonbon avant d'aller dormir. Et voilà, que des fois les décisions elles sont un peu embêtantes, mais elles sont pas là pour les embêter eux, elles sont là pour leur... Parce que nous adultes, on leur assure un cadre, dans leur intérêt, on leur assure un cadre pour grandir en fait. Et vous pouvez être amené à les rencontrer plusieurs fois? Les enfants, oui, mais vraiment ça m'arrive ponctuel. Alors déjà je les rencontre 2 fois, parce que je les rencontre dans le milieu maternel et dans le milieu paternel. En investigation du côté de la protection de l'enfance, oui aussi, ça m'arrive de les rencontrer à 2-3 reprises. Mais c'est vrai que c'est assez limité finalement nos rencontres. C'est pas comme une mesure d'accompagnement éducatif où là on va créer un lien sur 6 mois, sur 1 an, sur 1 an et demi. Donc c'est assez ponctuel, ouais. D'accord. Oui, donc vous devez baser votre rapport sur quelques heures, quelques conversations. Ouais. Donc ça peut être restreint. C'est très court, et en même temps j'ai souvent vu ça aussi, c'est que l'investigation elle est très intrusive, parce qu'elle arrive à des moments en protection de l'enfance, elle arrive quand il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement. Et donc, finalement, la famille n'a pas toujours eu le temps
de se repositionner. Et donc, on arrive souvent au cœur de moments un peu chauds, un peu compliqués, un peu tendus, un peu... Et en contentieux familial aussi, finalement, quand on arrive après l'audience qui a eu lieu, il s'est dit des choses, des parents se sont confrontés aussi des fois à l'opposition de l'un, etc. Donc on arrive dans des moments quand même qui sont assez, assez crispés. Et finalement, je pense que la mesure, elle permet à ce moment-là d'avoir une photo, une mise à nu un peu aussi des gens. Parce qu'ils ont besoin d'aide en contentieux familial, parce qu'en protection de l'enfance, il s'est passé des choses graves, etc. Donc, oui, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai. Alors, pour continuer, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quelles sont les situations les plus problématiques que vous avez eu à rencontrer ? En protection de l'enfance, mais comme en contentieux familial, je trouve que le plus compliqué, c'est lorsque un parent se sert de l'enfant, mais de manière psychologique en fait. C'est-à-dire que parfois même inconsciemment, il y a toute une posture parentale qui va induire des ressentis. Les enfants, ils sont beaucoup sur les ressentis, ils sont beaucoup dans la protection de leurs parents aussi, quand ils voient que les parents sont carencés, les parents sont abîmés, les parents sont tristes. Et finalement, dans le relationnel entre le parent et l'enfant se jouent beaucoup de choses qu'on va percevoir. Et c'est compliqué en fait d'aider les parents à se distancier un peu, par exemple, dans les mesures où la mère elle est très fusionnelle avec son enfant. Oui, c'est pas forcément les violences physiques, elles se voient vite et je trouve qu'elles sont assez rapidement perceptibles pour que voilà, il y ait des signes extérieurs qui montrent qu'il y a de la violence physique. Les situations où vraiment l'enfant est sous emprise un peu psychologique, je trouve que ça c'est les plus compliqués en fait. Oui, puisque ça, en plus ça peut être inconscient. Je pense que les parents peuvent le faire même sans s'en rendre compte et pour l'admettre. Il n'y a pas toujours une volonté. Alors oui, il y a du contentieux, il y a du ressentiment vers l'autre, mais je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui n'ont pas conscience d'être et d'emmener leur enfant avec eux dans ce mal-être, dans cette difficulté-là. Donc oui, je pense que pour moi, c'est les situations les plus... quand il y a de la maltraitance, quand il y a un danger, quand il y a des choses qu'on peut percevoir, identifier. Concret, visible. Je pense que rapidement, ça, on sait le pointer du doigt, quitte à solliciter un placement à ce moment-là. Je pense que les carences éducatives, parfois, il y a des parents qui sont en demande d'aide, donc les aider, les accompagner à réévaluer un peu leur posture, à faire baisser la notion de danger. Il y a des parents qui y arrivent très bien, mais c'est vrai que lorsque le parent inconsciemment il amène son enfant dans une souffrance psychologique, là c'est plus compliqué. Alors pour continuer, est-ce que il vous est déjà arrivé de subir des pressions de la part des familles ou d'autres acteurs dans le cadre de vos enquêtes afin d'orienter vos conclusions ? Des pressions, non, je ne parlerai pas de pression parce que je pense que j'ai pas eu du tout ce sentiment-là, d'autres acteurs pas du tout non plus. Par contre, oui, bien sûr qu'il y a des parents qui vont tout faire pour vous convaincre qu'ils sont le bon parent, que l'autre est le mauvais parent, qui vont avoir du mal à accepter aussi votre perception lorsque vous allez faire des retours sur la compréhension que vous avez de ce qui se passe, qui se joue.
Bien sûr qu'il y a des parents qui sont pas d'accord et il m'est arrivé, alors là, exceptionnellement, j'ai envie de dire, d'avoir des retours par téléphone lorsque j'ai déposé mon rapport d'enquête de parents qui m'appellent, qui me disent que ce que j'ai dit dans mon rapport n'est pas vrai, que j'ai menti, que j'ai pas compris, que voilà, j'étais de l'autre côté. Mais c'est tellement exceptionnel. Je dirais que la plupart des gens, ils sont justement dans une... On les voit peu. Donc ils se disent que c'est qu'une expertise et qu'ils convaincront peut-être le juge, ou voilà, même s'ils savent que ça a un poids. Donc dépression, non. Pas vraiment. Non, j'ai pas de souvenir ouais, exceptionnellement d'appels téléphoniques de parents qui vont m'insulter, mais encore une fois... c'est pas... c'est assez rare. Heureusement. Pour continuer, donc lorsqu'un enfant évoque des violences, qu'elles soient psychiques, psychologiques, physiques, sexuelles, lors d'une enquête sociale, son témoignage peut être déterminant, mais il peut être aussi délicat à interpréter, comme on parlait tout à l'heure avec les dessins. D'après votre expérience, est-ce qu'il y a des critères qui vous semblent particulièrement révélateurs pour déterminer si un enfant est réellement en danger dans son environnement familial ? Et est-ce que vous avez déjà rencontré des situations où les signes de danger étaient subtils mais avérés ? Alors oui, il y a des critères, ça c'est clair. En fait, peu importe, je dirais que l'éducation c'est un domaine où finalement c'est très personnel. Chaque famille, chaque parent a ses propres valeurs éducatives, ses propres références, va faire des choix qui vont être plus ou moins en adéquation avec certaines orientations. Enfin, mais il existe un cadre dans lequel, à partir de certaines barrières entre guillemets dépassées, il y a du danger. Le danger, ça va être... alors bien sûr, tout ce qui est interdit par la loi, à partir du moment où un enfant n'est pas nourri, n'est pas amené à l'école, n'est pas... on est frappé, abusé, maltraité, enfin bien sûr, tous ces éléments-là, il y a une notion de danger qui est manifeste. Après, je dirais que certaines situations... il est arrivé, alors en protection de l'enfance comme en contentieux familial, mais en protection de l'enfance surtout, il est arrivé des situations où, encore une fois, par exemple, on sait qu'il y a un danger. Le danger, il est là. Il est identifié par le magistrat lorsqu'il préconise une mesure judiciaire d'investigation. Si c'est une mesure judiciaire, c'est qu'à un moment donné, il y a une notion de mise en danger de l'enfant. Si le magistrat, si le juge des enfants est saisi, c'est qu'il y a une suspicion de mise en danger de l'enfant. Sinon, ce serait la protection, l'aide sociale à l'enfance avec le département. Donc, le danger, il est là. À nous d'évaluer où est ce danger. Est-ce qu'il représente un danger imminent pour l'enfant, un danger physique, un danger sur l'intégrité de l'enfant? Ça, c'est à nous de l'évaluer. Si tel est le cas, il n'y a pas à réfléchir. Là, le cadre de protection, il s'impose autour de l'enfant. Ensuite, il y a certains éléments qui sont plus insidieux. On parlait par exemple, l'emprise, tout ce qui est, et aujourd'hui même je le retrouve aussi dans le cadre du contentieux familial, tout ce qui s'apparente à de l'aliénation parentale, elle est parfois compliquée à identifier, elle est parfois aussi compliquée à accompagner et à protéger en fait l'enfant, parce que finalement le milieu éducatif, dans tous les repères éducatifs, tout va bien. C'est des enfants qui vont à l'école, qui ont un environnement familial très très adapté, qui voilà, il n'y a pas de danger physique, matériel dans la prise en charge, ils vont à l'école, etc.
Mais l'aliénation d'un parent, de manière consciente ou pas, hein, mais l'aliénation d'un parent vers l'enfant, elle est dangereuse et ça c'est difficile. Ouais. Oui, Ça, dans c'est sa difficile. construction, et ça peut être difficile, peut-être un instant T aussi, Ouais. d'identifier s'il n'y a pas encore des conséquences concrètes. Oui. Et pour ça, je dirais que comme on est formé, mais on n'est pas des psychologues ou des médecins psychiatres, des thérapeutes, là, le concours du psy, qu'il soit psychologue, psychiatre, il est déterminant en fait, parce que il permet à un moment donné de poser aussi un degré, une limite en fait, sur le danger. Alors, comment est-ce que vous procédez pour évaluer la crédibilité d'un témoignage d'enfant dans un contexte où des accusations de violence ont été formulées? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des doutes sur la véracité d'une accusation et comment est-ce que vous avez géré cette incertitude? D'abord, le cadre de notre investigation, il est différent du cadre judiciaire en fait. Un officier de police judiciaire va chercher la vérité, les éléments. Nous, notre travail en tant que travailleurs sociaux, c'est la parole de l'enfant ou la parole des parents. Elle dit quelque chose d'un fonctionnement familial. Elle dit quelque chose d'un mal-être. Et à partir du moment où il y a un mal-être qui est verbalisé, il doit être pris au sérieux. Après, à nous d'identifier, d'expliquer, de chercher des propositions, des préconisations qui permettent justement de sortir de ce mal-être, de sortir de ces difficultés. Mais pour moi, tout ce que va verbaliser un enfant est important. S'il parle d'attouchement, d'abus sexuels, il faut qu'il y ait une enquête policière diligentée pour chercher les faits, chercher les éléments qui vont dire si oui ou non l'enfant a été abusé. Moi, mon travail, c'est surtout de protéger et d'essayer de comprendre, et en tout cas de dire au magistrat, là il y a un questionnement, là il y a quelque chose qui se passe et il va falloir comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Voilà. Donc oui, je me souviens il y a très très longtemps, une vingtaine d'années, avoir fait une formation justement dans le cadre de l'enquête sociale où on s'était beaucoup interrogé sur comment présenter l'enquête sociale à l'enfant, avec cette idée que dans enquête sociale il y a enquête. Et forcément, quand il y a enquête, pour les gens, pour l'inconscient collectif, il y a enquête, non, il y a je cherche la vérité. Mais moi, quand je rencontre des parents, par exemple, en contentieux familial, et ça m'est souvent arrivé de leur dire, chacun a sa vérité. Parce que une femme et un homme peuvent avoir vécu une histoire de couple de manière bien différente, sans jamais s'en parler. Et donc, je suis qui, moi, pour remettre en question la façon dont une dame va avoir vécu son histoire de couple. Alors après, c'est vrai que lorsqu'il y a dénonciation de violence conjugale, lorsqu'il y a dénonciation de faits, c'est important d'aller chercher, comprendre aussi dans quel cadre, par exemple, la violence a eu lieu, comment elle a eu lieu. Moi, je suis formée aussi au cadre des violences conjugales et donc je vais aller essayer d'identifier si pour moi il y a un phénomène d'emprise, par exemple. Donc je vais poser des questions à la personne que je rencontre, à la femme que je rencontre, parce que malheureusement c'est souvent les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Je vais poser des questions pour justement déterminer ce phénomène d'emprise. Est-ce qu'il existe ou pas? Lorsqu'un enfant va me dire papa m'a tapé ou maman, on va pas tout stigmatiser tout le temps les parents, le père, s'il me dit un de mes parents m'a frappé, je vais aller chercher le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que le parent ensuite il est revenu vers l'enfant? Qu'est-ce qu'il a dit, etc.
parce que finalement, la vérité, ce serait de dire oui, ça a existé ou pas. Mais en fait, la vérité dans les vies familiales, elle est complexe en fait. Donc, et puis encore une fois, moi je ne suis pas officier de police judiciaire. Si j'estime à un moment donné s'il y a des enfants qui, et ça m'est arrivé dans le cadre d'enquête sociale, d'investigation de protection de l'enfance, j'ai eu des révélations graves d'enfants. À ce moment-là, mon travail, c'est signalement au procureur, au substitut des mineurs pour qu'une enquête soit diligentée, parce que mon travail, c'est pas Enfin, je suis pas formée à ça, en fait. Je suis pas officier de police judiciaire. Les limites aussi. Oui. Exactement. Alors, pour continuer, donc, est-ce que vous avez déjà rencontré, ça rejoint un petit peu les questions précédentes, des cas où un parent pouvait manipuler l'enfant contre l'autre parent? Quel comportement ou discours peuvent vous alerter sur une tentative de manipulation de l'enquête sociale par un parent violent? Alors, dans le cadre de l'aliénation parentale, c'est ça? Oui. Lorsque... je dirais qu'avec l'expérience, finalement, on perçoit assez vite les éléments qui nous mènent à dire qu'à minima, il y a une forme d'emprise ou de lien un peu questionnant entre l'enfant et le parent, que l'enfant vient dire des choses toujours négatives sur un parent sans même avoir d'explication, de souvenirs ou d'éléments concrets à nous apporter sur pourquoi ce parent serait méchant, pourquoi ce serait le mauvais parent, ou il va nous raconter, j'ai souvenir d'une petite fille qui m'expliquait plein de choses qui lui étaient arrivées quand elle était bébé, que le papa avait pas choisi la bonne tétine, qu'il avait mis de l'alcool dans le biberon, et je lui dis mais c'est marrant parce que tout à l'heure quand je t'ai demandé si tu te souvenais de choses qui s'étaient passées en famille, tu m'as dit que non, tu n'avais plus du tout de souvenirs, et je lui dis donc là comment tu as ce souvenir là en fait, et là elle dit bah ma maman a raconté, donc ça veut dire que la maman explique et donne des éléments et peut-être va jusqu'au conditionnement. Voilà, après il y a toute une graduation dans ce qui se passe, mais oui, il faut aller chercher encore une fois le contexte, c'est-à-dire voilà, moi à travers mes questions autour de ça m'arrive souvent de dire ah oui d'accord, il s'est passé ça, ça peut être grave, je comprends, mais explique-moi comment ça s'est passé, à quel moment, où était papa, où était maman, etc. Donc le travail d'investigation, c'est vraiment du questionnement, c'est vraiment d'aller interroger, non pas avec des réponses fermées, mais vraiment en laissant toute la possibilité aux enfants comme aux adultes. Donc il y a beaucoup d'écoute en fait dans l'investigation, c'est beaucoup d'écoute aussi. On interroge, on pose une question et puis après on laisse se dérouler les choses. Et moi j'ai des entretiens très longs, souvent, avec les familles. Un peu moins que les enfants parce que les pauvres, je vais pas les mettre. Mais les enfants, ils sont très spontanés. C'est-à-dire que j'ai le souvenir, ça m'arrive pas régulièrement, mais ça m'arrive quand même assez souvent, d'enfants avec qui je m'entretiens dans sa chambre et on discute et puis il me raconte des choses et puis on joue et puis on fait autre chose et puis on parle du quotidien et puis on ressort de la chambre et puis l'enfant me dit tu sais maman, j'ai dit tout ce que tu fallait dire, hein. Tout ce que tu m'as dit je l'ai dit, hein. Et là ouais voilà, donc tu regardes les parents, il s'est passé ça. Même si donc oui, les enfants ils sont plus spontanés, les adultes ils vont mettre du temps. C'est pour ça que moi mes entretiens avec chaque parent ils sont souvent ça m'arrive d'avoir des entretiens d'1h30, 2 heures en fait, et parfois des fois ça a même été un peu plus long, mais parce que les adultes en fait quand ils parlent, quand ils sont pris dans les émotions, etc., à un moment donné ils vont forcément dire des choses. Il faut bien écouter, il faut être là pour accueillir, pour dire, pas pour être dans le jugement, et à partir de là on va identifier des choses en fait. Est-ce que vous informez un petit peu les enfants
lorsqu'ils vous en racontent des faits ou quoi que ce soit, de la gravité de ce qu'ils peuvent vous raconter, que ce soit vrai ou que ce soit faux? Ou est-ce que vous vous accueillez simplement sans... Alors, comme le cadre de mon intervention, il est posé, en fait, lorsque les enfants me disent des choses très graves, oui, je leur dis. Je leur dis, c'est très grave et moi, je vais être obligée de demander de l'aide. Je vais être obligée de dire des choses importantes parce qu'il faut apporter de l'aide, il faut apporter de la protection. Donc, ouais, j'ai pas souvenir d'avoir des enfants qui m'aient dit des choses graves à qui j'ai refermé la porte en disant non. Je dis que c'est important ce qu'ils viennent de me dire, que je les remercie surtout aussi de la confiance qu'ils m'accordent, parce que ça doit pas être évident de dire ça, évidemment je peux qu'entendre ce qui se passe. Je leur dis aussi parfois que je suis triste pour eux, que ça me fait de la peine de les savoir dans cette situation-là, mais que justement mon rôle à moi de travailleur social, d'adulte, d'enquêteur, c'est de m'assurer que ça ne se perdure pas, et que parfois informer, je pense dans le cas de la protection de l'enfance, informer un substitut des mineurs, c'est jouer son rôle et déterminer que ce qui est dit est grave. La parole de l'enfant, elle est importante en fait. Ce qu'il vit, il peut le vivre parfois de manière, ça peut être gravissime et il n'a pas l'impression que c'est gravissime, donc il le vit sans... Mais ça restera du trauma en fait, ça restera du traumatisme quand ils vont grandir, quand ils vont évoluer. Donc, malgré l'importance des enquêtes sociales, certaines critiques existent sur leur durée, leur objectivité et leur poids dans les décisions du juge. Notamment, certains estiment que les moyens alloués sont insuffisants pour mener des enquêtes approfondies. Selon vous, quelles améliorations pourraient être apportées au cadre de l'enquête sociale pour garantir une évaluation plus précise et mieux protéger les enfants? Alors, oui, il y a des limites, comme tous les outils, en fait, que la justice utilise, ou à partir du moment où on est aussi face à l'humain, il y a forcément des choses, des limites et des imperfections. Après, plus de temps, plus de moyens alloués, pourquoi pas. Je pense que évidemment, permettre d'être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'une situation, c'est important. Et en même temps, une enquête sociale, je pense que pour un magistrat, il a cette notion qu'une enquête sociale, c'est intrusif en fait. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous, regardez où vous habitez, vous posez des questions sur comment vous faites pour être un parent, comment vous vivez en couple, comment... Donc je pense qu'à un moment donné aussi, c'est important de se dire que c'est un outil, qu'il a ses limites parce qu'il intervient à un temps T, et que heureusement l'humain peut faire évoluer ces situations, parfois en bien, parfois en moins bien, mais je pense que si aujourd'hui, moi je pense que dans notre travail, à un moment donné, on avait réfléchi à travailler de façon plus en lien avec des psychologues. Donc c'était le cas dans les mesures d'investigation et d'orientation éducative à l'époque, et aujourd'hui les mesures judiciaires d'intervention éducative. Moi j'ai parfois, quand je suis en enquête sociale en libéral, j'ai parfois en face de moi, entre guillemets, sur la même ordonnance ou sur le même jugement, l'expertise de la famille. Il y a une expertise familiale psychologique ou psychiatrique qui est proposée, et on n'est pas dans les mêmes temporalités. Ça, peut-être, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que être dans la même temporalité avec l'évaluation psychologique ou psychiatrique permettrait justement peut-être d'échanger, d'avoir ce rapport ou cette capacité à se céder mutuellement, à donner un côté pluriprofessionnel à l'évaluation, qui moi me paraît aujourd'hui quand même, en étant expert dans une vision qui est la mienne, celle du travail social,
Je trouve que c'est toujours plus riche de regarder une situation dans sa complexité avec des regards différents. S'il y avait quelque chose à améliorer pour moi, c'est plutôt dans ce cadre-là. Oui, d'autant plus que j'imagine que les dynamiques familiales, elles peuvent évoluer très vite et selon les temporalités dans lesquelles votre enquête intervient et celle et de puis l'expertise psychiatrique, psychologique, ça peut mais c'est rendre compte de réalités qui peuvent être différentes. Mais moi, je dis toujours aux familles, je quitte les familles que je rencontre en leur disant, voilà mon rapport, je le rends avec ces orientations-là. Et vous avez la possibilité, d'ici le temps de revoir le magistrat, de faire évoluer votre situation et d'amener des éléments complémentaires et d'amener donc finalement, bien sûr, et heureusement que les situations familiales, elles évoluent, elles ont cette place-là. Donc nous, on n'est qu'un outil à intenter et on amène un certain nombre d'éléments de compréhension et d'aide à la décision en fait. Oui, ça peut aussi peut-être pour certaines familles être un peu comme un électrochoc et se rendre compte qu'il y a un problème mais que il revient qu'à elles d'agir aussi pour... Alors là, c'est en tout cas pour moi, c'est toujours l'espérance que j'ai. C'est-à-dire que même en enquête sociale JAF aujourd'hui, ce qui me guide, c'est de me dire que en échangeant avec les parents, je ne fais pas que poser des questions, je donne aussi des interprétations ou j'essaie d'aiguiller en fait ces parents sur sortir du conflit, comment, en quoi ça aiderait l'enfant, comment ils pourraient voir les choses aussi différemment, se décaler en fait de la vision qu'ils ont, en me disant que peut-être qu'en partant, je leur aurais laissé cet élément-là et que après ça fera son chemin ou pas en fait. Mais voilà, pour moi c'est toujours cette idée que moi j'ai vu une partie, mais qui a été celle du tenter à un moment de... Je vous remercie pour vos réponses et vous souhaite une belle continuation. Merci à vous de vous être intéressé au sujet.